Bienvenue sur CIV 225+, la chaîne qui décrypte l'actualité ivoirienne en temps réel ainsi que les grandes questions politiques en Afrique de l'Ouest. Ici, nous analysons les événements majeurs pour mieux comprendre leurs impacts sur notre région. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et de rester informé. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sujet international important, le conflit au Moyen-Orient et ses possibles répercussions sur l'Afrique, en particulier sur la Côte d'Ivoire. Suivez-nous pour comprendre les enjeux. Semaine de menaces d'intervention militaire en Iran et Israël. L'action a été déclenchée le 28 février, précisément le samedi 28 février. Et le guide suprême iranien Ali Khamenei a été tué et 49 autres grands dignitaires de la révolution iranienne ont été donc tués lors de ces frappes. En retour, Israël ainsi que d'autres pays alliés à Washington dans le Golfe ont été visés par l'armée iranienne. Dans cette émission, on essaiera de comprendre un peu si oui ou non cette action qui se passe au Moyen-Orient aura des répercussions, ou pourrait avoir des répercussions ici en Afrique subsaharienne. Ted Azouma, bonsoir. Bonsoir. Déjà, essayons de relater les faits. Est-ce que, en tant qu'analyste, vous êtes surpris, vous avez été surpris de la décision donc de l'armée américaine, du président américain, de frapper l'Iran ce 28 février dernier? Non, pas véritablement surpris. Merci pour la question. Merci aussi de l'opportunité que vous nous offrez de rentrer dans cet exercice. La géopolitique, c'est l'analyse des forces en présence sur le théâtre des opérations. Donc, je ne suis pas surpris de ce que le président Donald Trump ait décidé, donc, avec son allié israélien, d'attaquer l'Iran, parce qu'il considère que l'Iran avait des possibilités importantes d'accroître ses capacités en enrichissement d'uranium et donc en armes nucléaires. L'Iran aussi a une vraie base en matière de missiles balistiques et donc il a considéré que pour eux, Israël et les États-Unis, c'était une menace importante. Toutefois, il faut regarder que c'est la première puissance mondiale, militaire mondiale, les États-Unis, qui se bat contre la 17e puissance militaire mondiale. Qui se bat avec Israël, il faut préciser. En plus d'Israël, qui est la 16e puissance, donc 1 plus 16 contre 17. Donc le rapport de force est déséquilibré au plan militaire. Mais au plan de la réalité du terrain, je pense que ça peut être tout autre. Mais dans le développement, on pourra aller plus loin. Donc, comme vous le dites, vous n'avez pas été surpris donc, de l'attaque de l'armée américaine ainsi que de Tsahal? Non, non, pas du tout. Ça se voyait. Hein, ça se voyait. Peut-être que si ça aurait été un autre président, ça allait prendre une autre tournure. Un autre président américain. Peut-être que ça allait être autre chose, mais il faut noter que Israël a poussé aussi. Israël a poussé, a mis la pression un peu sur les Américains pour que l'Iran soit attaqué parce qu'il considérait que l'Iran était une menace existentielle contre Israël et contre... Ça, il faut le souligner, il y a au moins 8 bases militaires dans la région qui sont autour de l'Iran. Donc, les Américains ont 800 bases militaires dans le monde et autour de l'Iran, il y a 8 bases militaires qui sont là. Donc, les arguments sont importants. L'Iran a des proxys comme le Hezbollah, le Hamas, le Yémen, les Houthis du Yémen. Donc l'argumentaire est assez fourni. Quand on dit des proxys, il faut essayer de décrypter un peu. Voilà. Non, les proxys, aujourd'hui, les proxys, c'est lorsque vous êtes dans une guerre avec un ennemi et que vous n'avez pas les armes au niveau de cet ennemi, vous avez des alliés, si vous voulez. Si vous voulez, c'est les alliés. Et donc, les proxys de l'Iran, c'est le Hezbollah, c'est le Hamas, c'est le Houthi du Yémen, c'est également des chiites qui sont au Bahreïn, qui sont dans les pays du Golfe. Très bien. Essayons de faire donc un tour de table, avoir votre avis et votre ressenti justement sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Docteur Barry, commençons par vous. S'il y a des éléments de réponse que notre invité devrait apporter, ou voilà, il pourra réagir. Et on ira à Herman. Allons-y, docteur. Merci, Christelle. Un plaisir. Je pense que la situation, comme M. Azouma, je ne suis pas surpris de l'attaque, mais c'est plutôt le timing. Pourquoi qui m'a un peu surpris. J'attendais l'attaque mi-janvier lorsqu'il y a eu les manifestations. Là, pourquoi j'ai été surpris par le timing, c'est que la veille de l'attaque, vous saviez qu'il y avait des négociations entre des délégués américains et iraniens qui ont eu lieu à Oman, ensuite à Genève. Et le médiateur en chef, le ministre des Affaires étrangères d'Oman, était à Washington où il a rencontré le vice-président américain J.D. Vance, où il a dit clairement qu'il y a eu des avancées au niveau de la négociation. Donc,
pour moi, je pensais que réellement il y avait eu des avancées, mais la menace, le spectre de l'affrontement militaire était toujours là à partir du moment où le président Trump et son état-major avaient décidé de déployer les porte-avions Lincoln et Gerald Ford, avec tous les groupes aéronavals qu'il y a autour. On sentait qu'à tout moment, il pouvait y avoir des affrontements. Et même pendant les manifestations, certaines anciennes personnalités américaines, comme l'ancien directeur de la CIA, qui était secrétaire d'État, son nom m'échappe, avait dit que les États-Unis allaient intervenir. Donc les indices étaient là, mais c'est le timing qui m'a un peu surpris. Et voilà. Très bien. Marius, comment donc négociation, il semble qu'on a un bout d'accord, on avance en tout cas, chaque partie essaie de négocier, et puis voilà que l'Amérique avec ça à ses côtés attaque l'Iran. Votre ressenti justement sur la chose? Pour un leader de la société civile et surtout un nationaliste que je suis, je ne peux pas l'admettre. La situation qui prévaut aujourd'hui en Iran est inacceptable. On l'a fait hier avec Mohamed Ahmadinejad, qui a été lui également tué dans des conditions qui ne nous ont jamais été véritablement... On rappelle le point d'Ahmadinejad? N'empêche, on rappelle, vous citez un fait historique, donnez quelques éléments. Voilà, Ahmadinejad, c'est l'ancien président iranien qui avait été justement assassiné avec ses gardes de corps et tout ça, dans des conditions encore obscures pour moi. Alors, mais quand je regarde l'histoire même du monde, ces derniers temps, je me rends compte que les États-Unis sont en train de changer totalement sous cette autre mandature de Trump toute la stratégie internationale d'occupation, j'allais dire, ou de lutte pour acquérir donc de l'énergie. Parce que je le dis par rapport à la situation du Venezuela. Comment un pays, fût-il les États-Unis, se lève de façon unilatérale, sans mandat des Nations Unies? Pourtant, c'est eux qui nous apprennent tous les jours la démocratie. C'est eux qui nous apprennent tous les jours le respect des règles qui régissent les relations internationales. On ne peut pas se lever tout seul, comme ça, sans mandat, ni rien. On prend ces hommes, ces avions, ces militaires, on descend dans un pays, on bombarde la résidence du président qui ne lui plaît pas, on l'enlève, comme on l'a fait au Venezuela, on place un nouveau régime, on va ailleurs, ensuite on menace une grande naine, on s'assoit, on discute, on s'entend, tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Menacer le Groenland ou demander le Groenland avec le Danemark? Négocier le Groenland avec le Danemark? On connaît la position du Groenland. Du Danemark? On connaît la position aujourd'hui, je veux dire, géopolitiquement parlant, on connaît la position du Venezuela. N'oubliez pas que c'est le Venezuela qui livrait du pétrole, du carburant, c'est ça, c'est du pétrole, pardon, à la Chine. C'est le même Iran qui livre également aujourd'hui, plus de 80% du pétrole iranien est acheté par qui? Par la Chine. Donc, les États-Unis n'ont plus accès à ce pétrole. Or, le pétrole est une arme. Regardez ce qui se passe en Taïwan. Mais est-ce que la Taïwan fait frontière aux États-Unis? Pour que les États-Unis suscitent toujours des guéguerres entre Taïwan et la Chine. À un moment donné, il faut arrêter. Même quand vous regardez ce qui s'est passé à la frontière russe avec l'Ukraine, mais il y a lieu de s'interroger. Deux États se battent. Vous devrez les séparer tout simplement, vous devrez les faire asseoir, faire le dialogue pour que la guerre cesse. Vous parlez de l'Ukraine et de l'URSS? Eh oui, et puis on préfère tourner le dos au dialogue et on s'en va armer. On donne des armes, on fournit du matériel militaire pour dire continuez la guerre, nous on te soutient. Attention. Je parle de l'Ukraine. Oui, justement, attention, les États-Unis interviennent sur ce point au niveau de l'OTAN. Enfin, intervenait. Autant ou pas, n'empêche que quand deux États se battent, on n'a pas besoin de les encourager en armant un État contre l'autre. Il faut plutôt les faire asseoir et discuter. C'est pour ça que souvent, nous, on a très mal au cœur quand on regarde tout ça. Nous sommes dans une nouvelle génération. Au 21e siècle, on se lève encore avec une armée, on s'en va, on descend dans un pays, on descend le chef d'État. Même quand vous regardez chez nous ici en Afrique, en RDC, pourquoi ils se sont intéressés à la situation du RDC, au point d'appeler les chefs d'État de la zone? Oui, aller s'asseoir, mais au final, on n'entend plus rien. Mais tout ça, c'est pour piller l'économie de ces États. Il faut mettre un terme à cette façon, oui, États-Unis, que vous avez affaire de vouloir commander le monde en pillant les ressources de ces pays et en tuant les chefs d'État et les gouvernements de ces pays. Quand on n'est pas d'accord, mais créez vos conditions pour avoir votre richesse que d'aller naturellement dans ces pays. J'ai deux points pour vous, Marius. Mais quoi, vous pensez que nous, ici en Afrique, là, on entend toujours les Maliens, les Burkinabés agresser la Côte d'Ivoire?
vois tenir des propos, le chef d'État burkinabé qui tient toujours des propos désobligeants. J'ai 2 points pour vous, Marius, quand vous descendez. Oui, je termine avec ça. Quand vous voyez que un jour, la Côte d'Ivoire devrait donc se lever de façon unilatérale avec son armée, descendre au Burkina, faire ce que bon lui semble. Vous trouvez ça normal dans les règles qui régissent les relations bilatérales entre les États aujourd'hui? Il faut que les États-Unis et Israël, après avoir fait ce que nous avons vu en Palestine, et puis il n'y a personne devant eux pour leur dire stop. Alors finalement, moi je dis, est-ce que ce monde-là est juste? Ce monde est très injuste. Merci beaucoup, c'est tout ce que je voulais dire. Les 2 points d'intervention pour moi, c'est que le président américain estime qu'il serait dangereux pour l'Iran de développer donc cette arme nucléaire via l'enrichissement de l'uranium. Avec tout respect, je vous demande, Mme Benaya. J'ai pas terminé. Chez eux aussi, c'est plus intéressant pour eux de les laisser avoir l'arme nucléaire. J'ai pas terminé, Marius. Pourquoi ils ont l'arme nucléaire? Marius, j'ai la parole. Je vous donne la parole. J'ai la parole. On échange. Je vous la redonne, désolé. Voilà. On donne argument contre argument pour enrichir le débat. Donc voici la position du président Trump. Il estime qu'il est dangereux d'eux. Et puis, on découvre qu'il attaque. Ensuite, vous parliez du Congo. Le même président américain dit attention, au niveau du Congo, c'est le Congo qui dit venez nous séparer, et puis voilà le deal qu'on fait. Je donne les éléments de langage pour enrichir le débat. Bien sûr. Très bien. Daouda, votre réaction. Merci beaucoup, Christelle. Un plaisir. Je regarde la situation, j'avoue que je me pose beaucoup de questions. Allez-y. Lors de l'attaque qui s'est passée, je pense que c'était avec Maduro, Venezuela. Au Venezuela, j'ai dit sur le même plateau que l'attaque est injustifiée, je la comprends. Oui, on se rappelle bien. Et je suis cohérent avec moi-même. L'attaque de l'Iran, c'est injustifié, je la comprends. Finalement, je suis cohérent avec moi-même. Donc expliquez-nous votre point. Injustifié, mais vous comprenez. Je comprends. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous vous rappelez, c'est vrai que quand je l'ai dit la dernière fois, Eman, il en riait, je parlais de... Tu peux estimer qu'un voisin, ou même un voisin lointain, peut être souvent bruyant. Il peut être un danger pour toi. S'il est un danger pour toi et que tu as les moyens de coercition, tu y vas. Mais j'avoue que ça pose des questions aujourd'hui. Franchement, ça pose des questions. Très bien. Pourquoi est-ce que je dis que ça pose des questions? Parce que lorsque on a eu la situation entre la Russie et l'Ukraine, vous vous rappelez que le mot qui a été utilisé par tous les médias, c'est que l'Ukraine a été envahie. Invasion de l'Ukraine, invasion. Donc, la Russie est en train de... C'est le bourreau, c'est... D'annexer. Voilà, la Russie est en train d'annexer l'Ukraine. Mais quelle est la différence entre ce que la Russie fait et ce que Donald Trump fait aujourd'hui? La première fois, c'était une arrestation, on a livré en pâture le président d'un pays, qu'on a fait circuler à Times Square, tout et tout. Excusez-moi. S'il vous plaît. Vous voyez un peu qu'on a fait, on a humilié son homologue président. Aujourd'hui, on va pratiquement jusqu'à aller exécuter un guide religieux et sa femme. Ça n'a l'air de rien en Iran, mais je dis, c'est vrai, les États-Unis sont... Militairement, ils sont forts, financièrement, ils sont forts, tout est bon, il n'y a pas de problème. Mais là, est-ce qu'avec cette situation, il n'a pas réuni tous les opposants de l'ayatollah autour de la cause commune de l'Iran vis-à-vis des États-Unis? La question que vous posez. Moi, je me pose des questions. Hein. Je me pose véritablement des questions. Parce que, tout à l'heure, vous parlez de l'uranium. Je ne pense pas que c'est l'uranium qui a le problème. Selon moi, ce n'est pas l'uranium. Selon moi, c'est Israël le problème. C'est son verbatim. Et tu as totalement raison. C'est le verbatim du président Trump. Mais selon vous, c'est Israël qui... Il a son verbatim. Nous, on a le droit d'avoir notre verbatim. Bien sûr. Voilà. Il dit c'est l'uranium. Moi, je dis... C'est Israël. Pourquoi? Pour moi, le problème, c'est que Israël et les États-Unis sont des alliés. Or, comme Ted le disait tout à l'heure, il irait aussi à ses proxys, à ses alliés. Donc, à l'analyse des faits, Israël s'est dit, j'ai autour de moi des gens qui, si on se donne peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, s'ils veulent m'attaquer, je risque d'avoir des problèmes. Et si j'ai des problèmes, ce sera difficile pour moi. Donc, techniquement, les États-Unis, étant l'allié naturel d'Israël, pourquoi ne pas affaiblir, j'ai envie de dire, permettez-moi cette image, le grand serpent qui est dans la région. Je l'affaiblis, ça donne le temps à Israël de se refaire, et puis après, on va avancer encore. Ça fait une bis repetita. Je pense que tu as parlé de Netanyahou. Non, pas Ahmadinejad. Ahmadinejad. Je pense que c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. L'histoire se répète. L'histoire se répéter, en fait. Donc, je pense que mon analyse va s'arrêter là. Mais comme je l'ai dit, je suis cohérent avec moi-même. Je fais juste un petit complément à ses propos. Non, il n'a pas terminé au moins. Je n'ai pas encore parlé. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, monsieur. On va l'écouter. L'attaque en Iran, pour moi, elle est injustifiée. Je la comprends. Conclusion, merci beaucoup. Quand on regarde souvent certaines puissances qui elles-mêmes ne respectent même pas l'ONU,
Le droit international. Le droit international. Laissez-le s'exprimer. Aujourd'hui, ce qu'on constate, moi, ça me fait un peu peur pour les États africains. Je ne sais pas si vous avez la même... On arrivera là-dessus. Non, rapidement, on va arriver là-dessus, mais laissez-moi dire ce que je pense. Aujourd'hui, on estimait qu'on ne pouvait pas le faire. C'est-à-dire aller dans un pays et puis changer la structure, parce que nous, on est assis quelque part, ça ne nous plaît pas, ce qui se passe, la tête du client, là, ne nous plaît pas, et puis on fait ce qu'on veut. Et puis, on s'en fout. Le problème, c'est qu'on s'en fout. Et on trouve des éléments pour essayer de contourner cela. J'estime que, quel que soit ce que les grandes puissances se reprochent à certaines puissances, attendons, on appelle ça, ces grandes puissances doivent pouvoir attendre lorsqu'il y a un cas de légitime défense. Dans ce cas-là, il n'y a rien. Les gens ont décidé de faire des expéditions, tuer les leaders religieux, ça ne leur dit rien. Imaginez-vous si c'était l'Iran qui avait fait cette expédition pour aller peut-être toucher un leader dans ces pays, ces puissances-là. On avait dit qu'ils sont des terroristes. Vraiment, on est dans un monde où les plus petits doivent pouvoir trouver la formule. Nous, moi, je pense qu'il faut qu'on dise au président Ouattara qu'à chercher à trouver un système pour qu'on s'enrichisse en uranium. Parce que qui va nous protéger le jour qu'on aura envie de nous dégommer? Les gens encore, ils se battent parce qu'ils ont leur puissance militaire ou bien leur puissance nucléaire sur lesquelles ces puissances-là comptent. Ou bien ces autres États qui ont compris, qu'on appelle États terroristes, essaient aussi d'avoir cela. Mais c'est le droit de s'armer pour nous protéger là, que les gens refusent pour certains États. Il y a un problème. Est-ce qu'on est dans le même, sur la même planète, dans le même monde? Pourquoi cette injustice qu'on veut finalement labelliser? Ça ne doit pas choquer. Parce que c'est des grandes puissances qui le font. Je ne vais pas dire le nom de ces grandes puissances. Parce que ce n'est pas que les États-Unis. On a vu à un moment donné le président Sarkozy aussi faire son expédition en Libye. Ça n'a rien fait à quelqu'un aujourd'hui. On a tronqué l'histoire. 10 ans après, la vraie vérité sort. Mais le coup est déjà fait. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Est-ce qu'ils nous respectent? Aujourd'hui, ce n'est même pas une histoire de racisme mais de couleur. C'est une histoire où on estime que cela ne représente rien. On peut faire expédition sur eux. Voilà la question. Très bien, rapidement Marius, avant que M. Azzouma ne réagisse. Juste pour dire tout simplement que ce qui aujourd'hui a été utilisé comme mobile pour justement attaquer l'Iran, l'avait été également... L'uranium, la bombe et tout. Oui, l'enrichissement d'uranium. Rappelez-vous, les mêmes verbatims ont été utilisés pour dégommer Saddam Hussein dans des conditions vraiment affreuses. Où l'Irak, aujourd'hui, regardez l'Irak, un pays prospère, j'allais dire en griffe, sous Saddam Hussein, aujourd'hui a devenu un pays quelconque. En Libye, qu'est-ce que Herman a bien fait de le relever? Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé pour aller dégommer Kadhafi et tuer en même temps beaucoup de ses proches avec des bombardements? C'est inacceptable. Ça fait vraiment mal au cœur en tant que pays faible, sans gros moyens. Mais nous disons que les grandes puissances qui ont des armées aussi puissantes ne doivent pas véritablement piétiner des autres pays, parce que Herman avait totalement raison d'évoquer le fait que nous avons aussi droit à avoir eu un armement pour assurer notre sécurité, tout comme l'Iran. Très bien. Monsieur Azzouma, vous avez écouté donc le tour de table. Alors, quel ressenti et puis justement, comment comprendre cette situation, surtout répercussions pour l'Afrique? Est-ce que les craintes des uns et des autres sur ce plateau, selon vous, sont justifiées? Les craintes sont justifiées, mais nous sommes aujourd'hui à l'ère des empires. Les Américains considèrent que la guerre que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas la guerre contre l'Iran en réalité. Les Américains essaient d'affaiblir un allié potentiel de la Chine. La Chine qui est très stable et qui est en réalité un vrai empire. La Chine qui a pour allié, qu'on le veuille ou non, la Russie, qui s'installe bien dans l'Eurasie, et qui est un vrai empire et qui peut à tout moment décider d'envahir l'Ukraine et de faire ce qu'elle veut. Donc aujourd'hui, les Américains veulent faire de même pour avoir la potentialité, le potentiel de dominer une partie du monde.